Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle visioconférence où, où on va aborder le thème de bien gérer les congés de ses salariés. Donc c'est un thème qui est un petit peu dans la période puisque les congés de vos salariés vont arriver très prochainement pour l'été. Donc on va voir un petit peu comment bien les gérer. Alors je vous refais une petite présentation déjà de moi-même. Donc moi c'est Maxime Charrier, gestionnaire de paie depuis à peu près plus de 7 ans au groupement Epic National. Et du coup, maintenant, je vais vous présenter un petit peu le service salaire, où vous le représentez pour ceux qui ont déjà suivi les visioconférences. Donc, on est spécialiste de la convention collective des activités EPIC, donc l'IDCC 7026. On s'occupe à peu près de 750 structures équestres pour un total de 2500 bulletins de salaire par mois. Donc, petit rappel sur les tâches réalisées. Donc, l'établissement de la déclaration d'embauche, la DPAE, pour l'embauche de vos salariés, la réalisation des bulletins de salaire, la gestion de la DSN, la déclaration sociale nominative, l'établissement des documents de fin de contrat, la gestion du prélèvement à la source, la gestion des arrêts de travail et la réalisation des attestations de salaire. Et pour finir, la réalisation de simulations pour de futures embauches. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on va aborder sur ce thème. Donc, une première partie, on va voir vraiment les congés payés avec la définition et l'acquisition. Ensuite, on verra le cas des salariés à temps partiel. On verra également l'arrêt maladie pendant les congés payés. On verra les congés payés non pris à la fin de la période d'acquisition. L'indemnisation des congés payés en cas de départ du salarié. Ensuite, en deuxième partie, les congés spéciaux, avec les congés exceptionnels payés par l'employeur, les congés exceptionnels non payés par l'employeur, et pour terminer, les jours de repos supplémentaires. Allez, on commence. Donc, dans cette première partie des congés payés, donc, on va voir la définition et l'acquisition. Donc, pour commencer, la définition des jours ouvrés. Donc, ce sont les jours effectivement travaillés dans une entreprise, donc généralement du lundi au vendredi inclus. Et après, on va voir la définition aussi des jours ouvrables. Donc, ce sont tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. On va dire que c'est plus pratique dans les centres équestres et c'est ce qui se fait le plus. Donc, le salarié a un droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif et 2,08 jours pour les jours ouvrés. Donc, l'acquisition de jours de congé, ça débute dès le premier jour de travail du salarié et le congé maximum possible, ce sera de 30 jours ouvrables ou 25 jours par an. Donc, l'année de référence, c'est celle du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Et ce, quelle que soit la date d'embauche ou des dernières vacances. Donc, la convention collective, elle prévoit que l'employeur peut choisir que la période de référence sera du 1er septembre au 31 août. Maintenant, on va voir que certaines périodes sont assimilées à des périodes de travail effectif pour l'acquisition de congés payés. Donc déjà, les périodes de congés payés de l'année précédente, les RTT, les périodes d'essai et de préavis. Donc là, on continue à acquérir des congés payés pendant ces périodes. Le préavis dispensé par l'employeur, la contrepartie obligatoire en repos suite aux heures supplémentaires, les périodes de congé maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant de l'adoption, hors le congé pathologique, les congés pour événements familiaux, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident ou maladie de la vie privée. Donc là, c'est tout nouveau, c'est l'acquisition de congés qui est limitée à 2 jours ouvrables de congés par mois d'arrêt. Les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou
ou rappelés sous les drapeaux à un titre quelconque, à l'exception des périodes de militaires volontaires. Et on va avoir aussi les périodes de congés non rémunérés accordées en vue de favoriser la formation continue, la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse, ainsi que pour l'éducation ouvrière et syndicale de la formation syndicale. En principe, les 5 semaines de congés payés ne peuvent pas être prises en une seule fois, à l'exception des salariés pour les Outre-mer. Ainsi, le salarié, il ne pourra prendre que 24 jours ouvrables, soit 4 semaines d'affilée. Il s'agit du congé qu'on va appeler principal. Il peut choisir de prendre en plusieurs fois ce congé principal. Dans ce cas, il faut que l'une des fractions soit au moins égale à 12 jours ouvrables, 2 jours ouvrables, soit 2 semaines continues, qui doivent être posées entre le 1er mai et le 31 octobre. Donc pour cela, je vous ai fait un petit graphique qui résume un petit peu tout ce que je vous ai expliqué depuis le début. Donc là, on a le 1er juin au 31 mai, ce qui va être la période de référence si vous n'avez pas choisi du 1er septembre au 31 août. Donc par défaut, nous, si vous nous dites rien, on va partir sur la période du 1er juin au 31 mai. Donc ce qu'on va appeler la période de référence où votre salarié va acquérir 2,5 jours par mois pour les jours ouvrables et 30 jours par an en total. Donc, du 1er mai au 31 octobre, c'est là qu'on va voir la prise du congé principal, ici. Et après, du 31 octobre au 30 avril, la prise des congés fractionnés, donc c'est-à-dire le reste qui va rester. Maintenant, on va voir l'ordre de départ en congé. Donc, l'ordre et la date des départs en congé, ils sont fixés par l'employeur, après consultation du personnel. Donc, l'employeur, il doit informer les salariés de leur date de congé au moins un mois avant leur départ. Il doit afficher cela, donc l'ordre de départ en congé dans les locaux de travail. Une fois ces dates de départ fixées, il est possible tout de même de les modifier à condition de le faire au moins un mois avant la date initiale prévue. Donc maintenant, on va voir le cas des salariés à temps partiel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les salariés à temps partiel, ils bénéficient de congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein. Donc, les jours de congé, ils sont décomptés du 1er jour ouvrable normalement travaillé jusqu'à la veille de sa reprise. C'est-à-dire que tous les jours ouvrables qui couvrent la période d'absence, ils sont décomptés. Donc, je vous ai fait un petit exemple pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Donc, un salarié qui travaille 2 jours par semaine, c'est-à-dire le lundi et le mardi, ça arrive très, très, très souvent. Pour chaque mois de travail effectif, ce salarié, il aura acquis 2,5 jours ouvrables de congé, donc comme un salarié à temps plein. Donc, premier exemple, s'il pose un congé le lundi seulement, on va lui décompter qu'un seul jour de congé. Par contre, s'il demande le lundi et le mardi, donc les 2 jours qui se suivent en congé, on va lui décompter une semaine de congé, c'est-à-dire 6 jours ouvrables, donc du lundi jusqu'au samedi, 6 jours. Donc maintenant, on va voir l'arrêt maladie pendant les congés payés. Donc, si votre salarié se trouve absent au cours d'une même période, en arrêt maladie et en congé payé, il faut distinguer deux hypothèses. Donc, la première, soit le salarié est malade avant la prise des congés payés, il se trouve donc empêché de prendre ses congés, il est alors considéré en maladie jusqu'à la fin de son arrêt de travail. Le salarié est indemnisé comme pour tout arrêt maladie et il bénéficie donc d'un droit de report de ses congés payés. La seconde hypothèse, c'est que le salarié est malade pendant ses congés payés. Il devra alors reprendre son travail à la date prévue. Il ne peut pas exiger de l'employeur que son congé soit prolongé de la durée de la maladie, ni qu'il soit reporté. L'employeur, il continue d'indemniser le salarié au titre de ses congés payés. Par contre, si le salarié est toujours en arrêt à l'issue de ses congés payés, il devra fournir un arrêt de travail. Donc maintenant, on va voir les congés payés qui sont non pris à la fin de la période d'acquisition. Donc les congés payés, ils doivent être en principe pris chaque année durant la période de référence. Cependant, si au 31 mai de l'année N,
c'est-à-dire pour cette année au 31 mai de l'année 2025, le salarié n'a pas pris tous ses congés, ils sont alors perdus. Mais, attention, si le salarié peut établir que c'est par le fait de son employeur que ces congés n'ont pas pu être pris, ou si l'employeur n'a pas fait prendre ses congés à ses salariés, les jours restants doivent être reportés sur la période suivante, c'est-à-dire sur le prochain compteur de congés payés. En effet, il est préférable de ne pas faire disparaître les congés payés en fin de période, car il est vraiment difficile de démontrer qu'on a tout fait que le salarié prenne ses congés payés et qu'il a refusé de le faire. Cependant, l'employeur, il doit vraiment veiller à ce que les salariés prennent la totalité des congés acquis, parce que s'il ne fait pas, il ne peut pas ensuite faire disparaître les congés restants qui n'auraient pas été pris. Donc maintenant, on va voir l'indemnisation des congés payés en cas de départ du salarié. Donc il faut savoir qu'en cas de rupture du contrat de travail avec le salarié, les congés non pris à la date de fin de contrat doivent être rémunérés sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés. Donc cette ligne-là, vous les avez peut-être déjà vu apparaître sur votre bulletin de salaire pour un solde de tout compte. Elle apparaît dans le salaire brut avec une petite ligne qui s'appelle donc indemnité compensatrice de congés payés. Donc cette indemnité, elle est soumise aux cotisations sociales et il y a deux méthodes pour la calculer. Donc la première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode du maintien de salaire. Donc elle consiste à prendre le salaire de base, de le diviser par le nombre de jours ouvrables ou ouvrés, donc ce sera 26 jours ouvrables ou 21,67 jours ouvrés, et de multiplier par le nombre de jours de congés restants. Donc là aussi, je vous ai fait un petit exemple. Un salarié qui perçoit un salaire brut de 2000 euros, il va lui rester 7 jours de congé payés à la fin de son contrat de travail. Donc, le calcul sera donc de 2000 euros, son salaire brut, divisé par 26, le nombre de jours ouvrables, multiplié par 7. Ce qui fera donc une indemnité compensatrice de congés payés de 538,46 euros brut. La seconde méthode, ça va être la méthode du dixième. Donc cette méthode, en fait, elle consiste à prendre 10% de la rémunération brute totale perçue au cours de la période d'acquisition, c'est-à-dire du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Celle-ci, il faudra déduire les éléments non pris en compte dans la rémunération brute, c'est-à-dire tout ce qui va être prime, etc. Et ensuite, les congés payés qui seront pris sur l'année. Donc là, pareil, je vous ai fait un petit exemple. Un salarié qui a perçu 25 000 euros bruts du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, dans ces 25 000 euros, il y a 1 300 euros de primes qu'il a perçues au cours de cette période. Il n'a pas pris de congé du coup du 1er juin au 31 mai. Donc, ça va faire 25 000 moins les 1 300 de primes, ce qui va nous donner 23 700. Là, on va faire 10% de cette somme, et ce qui fera donc 2 370 euros bruts de congés payés. Donc voilà pour les deux méthodes en cas de rupture du contrat de travail et des congés qui sont restants. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie sur les congés spéciaux. Donc, pour commencer, les congés exceptionnels qui vont être payés par l'employeur. Donc, à l'occasion de certains événements familiaux, le salarié peut s'absenter une certaine durée sans que cela n'entraîne une diminution de son salaire. Les dispositions de la convention collective et du code de travail peuvent différer sur certains événements, mais le salarié bénéficie de la durée la plus avantageuse pour lui. Donc, il faut savoir que ces congés se décomptent en jours ouvrables et non pas en jours calendaires. Ils doivent être pris au moment de l'événement correspondant. Donc là, on va voir sous forme de tableau. Donc, on va commencer par tout ce qui va être mariage ou Pacs. Donc, il y a 4 jours qui est prévu par le Code du travail et 4 jours par la convention collective. Donc là, on prend les 4 jours vu que c'est pareil. Pour le mariage d'un enfant, la convention collective est plus avantageuse, donc ce sera 2 jours qui seront offerts. Pour le mariage d'un frère ou d'une sœur, idem, la convention collective est le plus avantageux pour une journée offerte. La naissance ou une adoption, là, on est sur le même nombre par le code de travail et la convention collective, donc 3 jours. Donc ensuite, on a l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer. Donc là, on est pareil sur le même nombre de jours, donc ce sera 5 jours.
En ce qui concerne, bon là c'est un petit peu moins gai, le décès d'un enfant du salarié, ce sera 12 jours prévus, mais par contre ce sera 14 pour un enfant ou une personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans, quel que soit son âge, si l'enfant était lui-même parent. En ce qui concerne le décès du conjoint, du salarié, du partenaire pacsé ou du concubin, là on sera sur 5 jours, donc la convention collective est plus avantageuse. Le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, de la sœur, du salarié, là on est sur 3 jours, donc là oui c'est vraiment pas très gai, mais bon c'est toujours important de l'évoquer. Le décès d'un gendre, d'une belle-fille, du salarié, donc là on sera sur une journée, la convention collective est plus avantageuse. Et pour terminer, le décès d'un grand-parent, d'un petit-enfant, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, idem, la convention collective est le plus avantageux, on sera sur une journée. Donc maintenant, on va passer sur les congés exceptionnels qui sont non payés par l'employeur. Donc il faut savoir que le Code du travail, il prévoit la possibilité pour tout salarié de bénéficier d'un congé en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, pardon. Ce congé, il sera d'une durée de 3 jours par an. Il n'est pas rémunéré et il peut être porté à 5 jours par an si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge d'au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans. Maintenant, pour terminer, on va voir les jours de repos supplémentaires. Donc, il faut savoir que la convention collective, et ça, pas beaucoup de personnes le savent, elle prévoit 2 jours de repos supplémentaires chaque année pour les salariés qui ont au moins 6 mois d'ancienneté avant la période de référence des congés payés qui sont pris en accord avec l'employeur. En fait, cette mesure, elle vient sans doute compenser la possibilité de travailler les jours fériés et les dimanches. Ces jours de congé, ils ne sont pas du tout comptabilisés dans le compteur de congés payés et ils n'apparaissent pas sur le bulletin de salaire. Donc, c'est vraiment entre l'employeur et le salarié de se mettre d'accord sur ces 2 jours. Et pour les apprentis, dans le mois qui précède les épreuves du diplôme, l'apprenti peut bénéficier pour la préparation de son examen d'un congé de 5 jours ouvrables. Donc, par exemple, du lundi au vendredi. Dans ce cas, l'employeur, il maintient ce salaire pendant ce congé et il s'ajoute au congé payé annuel. Et il ne peut pas être, par contre, imputé sur la durée normale de formation au centre de formation d'apprentis qui est prévu par le contrat. Donc voilà, ce webinaire est terminé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part avec mon collègue Pierre-Antoine. On est là pour y répondre. Parce que sinon, alors, je vais rouvrir les micros pour tout le monde. Alors, attendez, que j'entends ça. Alors, on a une main levée. J'arrive pour réactiver les micros. J'ai déjà oublié comment on devait faire. Alors, là, je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ah oui, j'ai une dernière chose à vous dire. Il est vraiment important de nous donner les dates de congés payés de vos salariés tous les mois afin qu'on les fasse apparaître sur les bulletins de salaire et non pas nous les donner à la date de rupture du contrat, donc à la date de fin de contrat. C'est vraiment important de nous donner les dates de congés payés en temps et en heure chaque mois pour qu'on puisse les faire apparaître. C'est vraiment justificatif pour vous et pour le salarié. Voilà. Alors, la première main levée est pour Stéphanie. Stéphanie, vous pouvez réouvrir votre micro. Nous vous écoutons. Je me permets de vous appeler Stéphanie parce que c'est écrit André dans le chat, mais je sais bien que vous ne vous appelez pas André. En tout cas, la chevelure ne permet pas de vous confondre avec André. Bonjour. Alors, Oui, il n'y a bonjour. pas de souci pour Stéphanie, c'est très bien. Et donc, moi, ma question, ce serait sur le changement de la période de référence. Oui. Une fois que l'entreprise elle a fonctionné plusieurs années sur la période de référence, on va dire réglementaire de mai à mai, comment on fait pour la rechanger si on souhaite modifier pour des nouveaux arrivants ou pour faciliter la gestion? Et ben alors du coup, il va vraiment falloir attendre que la période de référence soit terminée Mhm. pour qu'ensuite on mette en place la nouvelle période de référence du coup au 1er septembre. Après, il y aura aussi un délai de prévenance à avoir pour vos salariés pour les prévenir de cette modification. Parce que alors, là, ça reste une décision de l'employeur. Et puis
normalement, ça n'a pas d'impact sur les jours de congé, etc. Donc, quand on est sur un usage qui est acquis depuis un certain temps, il faudrait penser à avertir nos salariés au moins 3 mois à l'avance. Donc là, si la prochaine période, vous voulez la faire démarrer en septembre, on vient de terminer la dernière au 31 mai, on est pile poil dans les délais. Alors, ça sera euh, presque un poil en retard, mais si après on obtient l'accord des salariés, ça ne sera pas forcément gênant. Mais voilà, pensez à les prévenir suffisamment à l'avance. En général, on retient au moins 3 mois à l'avance pour dénoncer un usage courant dans l'entreprise. Ouais, puis on le spécifie juste à notre gestionnaire de paye et c'est lui qui met en place Voilà, le absolument. changement. Ok, Absolument. très bien, merci. De rien. Merci Stéphanie. Et nous aurions une deuxième main qui est celle d'Alain Jézéquel. Alain, Oui, on vous bonjour, écoute. bonjour. Vous m'entendez là? Bonjour. Oui. On vous entend très bien. Oui, ok. Bon, bah merci pour les explications. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'informations et c'est pas évident de tout mémoriser. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir le, un extrait de ce que vous avez, Oui. qui est déroulé à l'écran là tout à l'heure? Oui? Oui, oui, il y aura un replay qui sera disponible, je pense, début de semaine prochaine. Et du coup, on vous le fera parvenir par mail pour Ah, que bon, vous ok. puissiez du coup Ouais, ouais, revoir un petit peu les sujets. Et puis, si mm, jamais il y a un sujet qui vous interroge encore, n'hésitez pas à revenir vers nous et on peut plus détailler certains sujets. d'accord, ok. Parce que, en fait, bon, pour résumer, j'avais un doute là. La période de référence, c'est bien la période qui précède la période d'acquisition, c'est ça? Ah non, la période de référence, c'est la période où les salariés acquièrent leur congé payé. C'est-à-dire qu'en fait, un salarié qui arrive, je sais pas, au mois de septembre, il va Oui. acquérir 2,5 jours de congé payé jusqu'au Mhm. 31 mai. Et Oui. après, au 31 mai, ce sera la clôture du compteur de congé payé. Et Oui. au 1er juin, un nouveau compteur se réouvre. Ouais. Mais c'est quoi la différence entre la période de référence et période d'acquisition alors? Bah, c'est la même chose. Ah, c'est la même chose? Ah ouais, c'est la même chose. D'accord, OK. Bon, parfait. Merci De beaucoup. rien. Vous voyez, au final, avec Maxime, le droit social, c'est assez simple, tout est pareil. Et aussi une autre précision pour toutes les infos qui ont été données. La plupart des infos qui ont été données se retrouvent dans la base documentaire de notre site et le service salaire ainsi que le service juridique sont également à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Et on va enchaîner avec la question d'Alexandra qui a manifestement tout donné sur le nom de sa structure, si vous pouvez la lire dans le chat, qui est Cavalcade, mais vous ne trouverez jamais comment ça s'écrit si vous ne le voyez pas de vos yeux. Félicitations pour cette originalité, qui aimerait avoir plus de précisions concernant les 2 jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté. C'est effectivement une question assez récurrente au service salaire, enfin au service salaire et social. Et donc, Maxime, est-ce qu'on peut reprendre un petit peu les explications sur ces 2 jours? Alors, pas forcément de congés, mais plutôt des jours de repos. Oui, des jours de repos du coup supplémentaires qui viennent du coup un peu compenser le fait que dans la convention collective, on puisse travailler des jours fériés et des dimanches. Donc ça, c'est 2 jours qu'on acquiert à la fin de la période d'acquisition, donc au 31 mai. Donc, mais par contre, ces 2 jours-là, ils n'apparaissent pas dans le compteur de congés payés que vous pouvez voir en bas du bulletin de salaire ni sur le bulletin. C'est des jours que vous devez, avec votre salarié, mettre en place pour les poser. C'est vraiment d'un commun accord, ces jours-là. Et après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions dessus. Alors, après, pour compléter le propos de Maxime, en fait, c'est vraiment la dénomination au sein de notre convention collective est très importante, puisqu'effectivement, on ne parle pas de jours de congé, mais de jours de repos. Là où il faut faire attention aussi, parce qu'on a parfois des salariés un petit peu malins qui pensent avoir mieux lu que les autres la convention collective, c'est pas 2 jours offerts à chaque fois qu'on travaille un jour férié et ou un dimanche, c'est vraiment 2 jours supplémentaires de repos au global qui vient effectivement compenser cette possibilité de travailler les jours fériés dans notre convention collective. Et qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas les jours fériés d'ailleurs, on va avoir ces 2 jours-là. Donc vraiment, il faut se dire que si un salarié au 1er juin de l'année a déjà 6 mois d'ancienneté, il aura le droit de poser 2 jours en plus de ses congés. Par contre, s'il ne les pose pas pendant l'année,
il ne pourra pas réclamer à ce qu'il soit reporté sur l'année d'après et il perdra le bénéfice de ces 2 jours. J'espère qu'on a été un peu plus clair. Cécile nous a envoyé une autre question un peu précise, mais que Maxime va se faire un plaisir d'y répondre. L'avantage en nature est-il intégré pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés lors du départ du ou de la salariée? Eh ben oui, tout à fait. L'avantage en nature, il est inclus dans les éléments. Donc si c'est un avantage en nature brut qui se rajoute au bulletin de salaire, oui, oui, il fait totalement partie du calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés. Et Alexandra, qui décidément a beaucoup de questions. Enfin, ça fait 2 questions. Je ne sais pas si on peut dire beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Toujours sur. Alors là, on change de domaine, mais c'est sur des jours supplémentaires, et notamment les 5 jours, les 5 jours auxquels ont droit les apprentis pour préparer leurs examens. Donc la question, c'est est-ce que ce sont 5 jours de repos ou 5 jours de congé en cas d'examen? Donc c'est vraiment pas du repos pour lui normalement, puisque c'est 5 jours qui sont prévus pour qu'il puisse préparer son examen, et ces jours-là doivent être pris avant sa période d'examen. Et pour compléter, je pense, la réponse par rapport à la question, si l'apprenti décide qu'il n'a pas besoin de ces 5 jours pour réviser ses examens, bah, il perd le bénéfice de ces 5 jours. Oui. Il ne pourra pas dire, j'ai pas pris mes 5 jours de congé pour préparer l'examen, je vais prendre 5 jours de congé pour fêter la réussite à l'examen. C'est pas possible. Et idem, ça ne rentre pas en compte dans le compteur de congés payés. Voilà, donc on ne lui doit rien s'il ne les prend pas. On va faire une petite pause pour Alexandra. On va reprendre Alain qui a relevé la main. Pas mal de questions qui se rajoutent. Alain, on vous écoute. Oui, merci de m'écouter. Juste de savoir comment on calcule les jours sur une période de congé. Quel jour prend-on en compte? Quel jour ne prend-on pas en compte Ouais, c'est ça. pour le calcul des jours de congé? Alors, tout dépend si vous êtes en jour ouvrable ou en jour ouvré. Donc, si vous êtes en jour ouvrable, on sera du lundi au samedi. Et si vous êtes en jour ouvré, on sera du lundi au vendredi. D'accord, ok. Non. Ok, Ça d'accord. dépend. Oui, Ça dépend du jour de repos du salarié. Oui, oui, oui. Mais en fait, dans les jours ouvrés, il y a 2 jours de repos. Et dans les jours ouvrables, il y a une journée de repos qu'on assimile souvent au dimanche. Oui, mais Après, ça peut être le lundi, hein. un salarié qui travaille toute la semaine, sauf le mercredi, par exemple, Oui. il va prendre ses 3 semaines de congé et après, il pourra prendre 12 mardis. Et bah, du coup, s'il prend ces 3 semaines de congés payés, là, on Hein. partira sur 3 fois 6, donc 18 jours décomptés. Donc, 3 fois 6 Oui, en jour ouvrable. Donc, oui, ça fait 18 oui. sur les 30 jours qu'il a droit. Et bah, du coup, il lui restera 12 jours, donc 2 semaines. Voilà, 2 semaines. Oui, mais s'il travaille tous les jours, sauf le mercredi, un palefrenier qui travaille tous les jours en temps Oui, partiel, sauf le mercredi, oui. le solde, il peut prendre tous les mardis, Alors, puisque le mercredi, oui, c'est un jour de congé. voilà, c'est ça. Enfin, si on prend un salarié classique hors centre équestre, un salarié qui travaille du lundi au samedi, qui pose son samedi, le dimanche ne sera pas décompté parce que c'est son jour de repos. Là, la même chose, si dans la semaine, le seul jour de repos, c'est le mercredi, qu'on prend le mardi, il ne sera pas décompté. Par contre, petit bémol quand même pour les salariés qui auraient envie de faire ça, ça reste Oui. l'employeur qui est décideur au final des jours qu'il accorde à ses salariés. On n'est pas obligé, c'est pas parce qu'un salarié demande 12 mardis pour solder ses congés qu'on a l'obligation de lui offrir ces 12 jours. Ça se voit D'accord. assez rarement, ça peut se voir. Mais effectivement, la seule contrainte légale, c'est les 2 semaines consécutives pendant l'été. Et après, on pourrait Mais il a effectivement droit s'amuser. à 12 jours. Il a bien droit à 12 jours. Oui, oui, oui. Si on Il lui part sur reste ce 12 jours. calcul-là, on peut effectivement faire ça. Oui, d'accord. Alors, je crois que du coup, on a 2 autres questions dans le chat. En tout cas, on avait Alexandra mais, qui avait reposé une question, mais manifestement,
On lui a répondu, c'était pour signaler sur les jours qui sont pris par l'apprenti ou éventuellement les jours de repos de nous prévenir pour le mettre sur le bulletin. Donc effectivement, ça, on est bon. Et on a Raphaël qui nous pose deux questions. Concernant les 10% pour le solde des congés, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour l'employeur? Eh ben, Et qui choisit le salarié ou l'employeur? et ben alors du coup, nous, en tant que gestionnaire de paie, donc quand il y a une fin de contrat, on calcule toujours les deux méthodes. Donc la méthode du dixième et la méthode du maintien. Et on prend toujours le plus avantageux pour le salarié. Donc ça va toujours dépendre des évolutions au cours de ces périodes de travail. Et on va vraiment calculer à chaque fois quel est le plus avantageux pour le salarié. Ouais, pour compléter ce que dit Maxime, effectivement, là-dessus, donc on ne choisit pas. Clairement, si vous avez eu des augmentations de salaire précédant une période de congé, la méthode des 10% va Des être heures supplémentaires. voilà, ou des heures supplémentaires, une prime ou autre. Les 10% vont être plus avantageux que le maintien. Si vous avez un salaire qui est tout le temps similaire, les 10% seront équivalents au Oui. maintien, donc la question ne se posera pas. Mais c'est vrai que là-dessus, bon nombre d'entre nous autour de la table préféraient que ce soit l'employeur qui choisisse l'indemnité à verser aux salariés, mais le Code du travail a pensé pour nous, vous inquiétez pas. Et on ne choisit pas, on est dans l'obligation de verser l'indemnité la plus avantageuse des deux. Alors, Raphaël nous dit, le quiz lorsque l'apprenti rompt son contrat avant la date de clôture. Alors, Raphaël, est-ce que vous pourriez prendre le micro pour nous éclairer un peu sur cette question dont on a du mal ici à percevoir le propos? Non, non, en fait, bonjour. Bonjour. Donc, c'était parce que donc normalement les apprentis terminent souvent au 31 août. Et donc normalement, une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, ils peuvent partir avant cette date finale, enfin de clôture, qui serait le 31 août. Donc normalement, nous, on peut les laisser partir avant. Et donc en fait, qu'est-ce que donc du coup pour les congés, bon, je pense qu'on a à peu près répondu. Les obligations qu'on a, si c'est possible. Est-ce que c'est les ruptures à l'amiable ou est-ce que effectivement on fait une rupture voilà, est-ce que comment ça se passe au niveau de la rupture? Parce que finalement, il y a plusieurs types de ruptures aussi. Et ben alors, du coup, ce qu'il va falloir récupérer, ce sera le CERFA de rupture anticipée du contrat d'apprentissage. Et sur ce CERFA, vous allez avoir une case normalement obtention du diplôme de l'apprenti. Donc, si cette case elle est disponible sur le CERFA, on coche pardon, cette case. Sinon, si cette case n'est pas disponible, ce sera une rupture anticipée à l'initiative de l'apprenti. Et après, les conséquences sur le solde de tout compte, bah, ça sera comme toute rupture classique. On arrêtera le jour de. Enfin, là, comme la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les congés, on va arrêter le compteur de congés à la date effective de la rupture. Donc, si le dernier mois, le mois d'août n'est pas travaillé, par exemple, l'apprenti perd le bénéfice des jours qu'il aurait pu acquérir sur le mois d'août. Et donc, on arrêtera le compteur au 31 juillet. Et pareil, donc c'est une rupture qui se fait sans indemnité autre que les congés payés qui n'auraient pas été pris. Et donc, sur le solde de tout compte, voilà, on versera le dernier salaire de l'année et le solde des congés qui n'auraient pas été pris. Exactement. Une question. Alors, Stéphanie avait levé la main, mais elle a préféré passer à l'écrit. Elle pensait qu'on l'avait pas vu. Mais une question fort intéressante qui est de savoir, quand on a une semaine où il y a un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, combien de jours de congé sont décomptés puisque le jour férié peut être travaillé? En gros, dans une semaine de vacances, quand il y a, par exemple, le 14 juillet ou le 15 août, qu'est-ce qu'on fait du jour férié? Est-ce qu'on le compte comme un jour de congé ou pas? Et bah, du coup, il faut savoir que les jours fériés, ce sont des jours normalement travaillés dans la convention collective, sauf pour le 1er mai. Du coup, le 14 juillet, ce sera un jour normalement travaillé. Donc, s'il prend une semaine de congé payé, ce sera 6 jours décomptés ou 5 jours si vous êtes en jour ouvré. Il y a juste il y a juste une exception à ce que dit Maxime. Si jamais vous avez décidé de ne pas faire travailler vos salariés un jour férié ou que vous fermez votre centre équestre, par exemple, le mois d'août, le centre équestre est fermé parce que les chevaux sont montrés, les salariés ne travaillent pas.
le jour férié, donc le 15 août, ne sera pas décompté parce qu'il était fermé dans votre entreprise. Par contre, si Ah, demain, j'ai un seul salarié qui prend un congé le 14 juillet et que tous les autres travaillent, on va lui décompter le jour férié, comme un jour de congé. Alors, chez nous, c'est un peu, c'est une question qui est difficile, enfin, qui est un peu compliqué à appréhender parce que d'une part, on a des salariés qui peuvent avoir des plannings qui varient. Parfois, on ne prévoit pas de faire travailler un jour férié. Et d'une autre mesure, euh, hormis peut-être le cas particulier des vacances d'été, sur les autres jours fériés, ben, on a quand même des chevaux qui mangent, on a quand même des chevaux qui ont besoin de sortir, donc c'est rare qu'on ferme purement et simplement un centre équestre. Donc après, c'est un peu aussi une décision de l'employeur. Légalement, en tout cas, si les autres collègues travaillent un jour férié, ce jour férié sera décompté comme un jour de congé. Si personne d'autre ne travaille, on ne va pas décompter ce jour en tant que jour de congé. et donc, sur Silae, il faut décocher le 15 août, par exemple, Oui. si l'entreprise est fermée. Oui, C'est ça. c'est ça. Ah ben, on n'a jamais fait ça. Bienvenue dans le monde merveilleux des congés payés. C'est bien d'être patron, hein, de ne pas avoir de congés à gérer pour soi-même, n'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord autour de la table. Eh oui, oui. Euh, Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, vous avez vu, on a dépassé un petit peu le temps, mais on se donne une demi-heure à chaque fois parce que certains d'entre vous ont des agendas assez chargés, mais vous inquiétez pas, de notre côté, la boutique reste ouverte. Alors, on aimerait bien aller manger à un moment donné, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme l'a dit Maxime, on vous fera un replay qui sera, on l'espère, disponible très vite. Et dans tous les cas, encore une fois, hein, toutes les questions que vous n'auriez pas eu l'occasion de poser là, pour tous ceux qui sont adhérents au GHL, n'hésitez pas, ce qui est normalement le cas de tout le monde, puisqu'on avait plutôt réservé ça aux adhérents. Mais n'hésitez pas, Maxime vous a mis ses coordonnées, comme ça, Voilà. vous pouvez le contacter directement. Et sinon, de contacter le standard aussi pour avoir les juristes, si Maxime, des fois, ça lui arrive de ne pas être disponible. Mm. Et Maxime, peut-être que tu peux nous parler de tes congés. Quand est-ce que tu n'es pas là? Quand est-ce qu'on ne peut pas te contacter cet été? Tout le mois de juillet, tout le mois d'août, je serai là. C'est juste les 2 premières semaines du mois de septembre. Et je serai également disponible sur l'Open. La première semaine, Poney Club, pardon. Non, Poney. Non, connais. Poney, je serai là le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Enfin non, le mardi toute la journée et le jeudi après-midi. Voilà, donc au GHL, on a les mêmes problématiques de gestion des plannings que vous inquiétez pas. Mais voilà, comme l'a dit Maxime, on sera présent sur. Donc Maxime, lui, sera là 2 jours, mais par contre, le GHL sera bien présent sur les 2 semaines de compétition. Et n'hésitez pas, on vous fera repartir. On vous fera, tout le monde ne vient pas à l'Open, mais pour ceux qui viennent, en tout cas, on refera partir une note d'information pour vous rappeler notre présence. Qui sera soit l'occasion de parler des congés de vos salariés, soit de parler de tout autre sujet qui vous intéresse et qui nous intéresse aussi. Sur ces beaux doux mots de conclusion, pas de nouvelles questions, pas de nouvelles mains levées. On sent que les glaçons sont déjà dans le verre et que l'apéro approche. Pensez à vous hydrater en ces temps presque caniculaires. En tout cas, nous, on va le faire. Mais alors oui, pardon, alors je vais vous laisser quelques petits instants où le chat ouvert. Je vous avais mis un petit sondage tout en haut de la conversation pour nous dire si vous avez été intéressé ou moins intéressé par ce sujet-là. Et si jamais vous aviez des sujets à nous proposer pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous les mettre là ou de les envoyer par mail à Maxime directement. Voilà, oui, on va essayer de faire une vidéo tous les trimestres au minimum. Donc là, on va laisser passer les vacances et puis début septembre, on rattaque, hein. Non, pas début septembre, t'es en vacances, Maxime. Oui, enfin mi-septembre. Mi-septembre, on rattaquera sur un nouveau sujet dont on fera part. Mais s'il y a vraiment des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à soit les mettre là ou même nous contacter par mail ou par téléphone et on se fera un plaisir de faire un webinaire dessus. Eh ben, merci tout le monde. On vous souhaite une bonne Merci. fin de journée
Et puis à très vite, soit au téléphone, soit sur le terrain. Et bonne fin d'après-midi tout le monde. Au revoir. Merci Merci. beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup.